Il y a des nuits où le silence est si profond qu'il semble avoir sa propre texture, comme une étoffe sombre et lourde qui enveloppe le monde. Ces nuits-là, pour moi, Elias, insomniaque de profession et rêveur par nécessité, étaient souvent les plus douces. Le monde dormait, et moi, je veillais, un gardien silencieux de l'aube, le regard perdu dans la danse éternelle des étoiles et, plus souvent encore, dans la lumière sereine de la lune. La lune, mon unique compagne, ma vigie silencieuse au-dessus du chaos endormi. Sa présence était une ancre, une promesse que même dans l'obscurité la plus profonde, il y avait toujours une forme de clarté, un rythme cosmique auquel s'accrocher. Puis vint cette nuit-là. Je ne saurais dire précisément quand la sensation a commencé. Ce n'était pas un événement soudain, une explosion, un flash aveuglant. Non, c'était plus subtil, une absence qui se glissait dans l'air, une note manquante dans la symphonie habituelle de la nuit. Au début, je l'ai mise sur le compte de la fatigue, de l'éternel brouillard qui voilait parfois mes pensées après des heures passées à fixer le plafond. J'étais étendu sur mon lit, les yeux ouverts, comme d'habitude. La fenêtre était grande ouverte, laissant entrer l'air frais de la fin de l'été, portant avec lui l'odeur lointaine de l'herbe coupée et le murmure des feuilles dans les arbres. Mais quelque chose manquait, une nuance, une vibration. Je me suis levé, poussé par une curiosité que je n'ai pas tout de suite identifiée comme de l'inquiétude. J'ai traversé mon petit appartement, un sanctuaire de livres et de souvenirs solitaires, jusqu'à la fenêtre du salon qui donnait sur la ville endormie. D'habitude, à cette heure, la silhouette des bâtiments se découpait avec une netteté particulière sous le regard de la lune, leurs contours baignés d'une douce lueur argentée. Mais cette nuit-là, la nuit était juste noire. Un noir plus profond que d'habitude, un noir qui semblait absorber la lumière des étoiles elles-mêmes, les rendant plus lointaines, presque timides. J'ai cherché. Mes yeux ont balayé le ciel, à la recherche de ce disque familier, qu'il soit plein, gibbeux ou un simple croissant fragile. Rien. Pas un nuage pour le masquer, pas une brume pour l'estomper. Le ciel était clair, d'une clarté effrayante, parsemé d'une myriade d'étoiles que je n'avais jamais vues avec une telle intensité, comme si l'absence de la lune avait permis à d'autres lumières de s'exprimer, mais d'une manière qui ne me réconfortait pas. Au contraire, cette profusion d'étoiles, habituellement si fascinante, me semblait froide, indifférente. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite, un rythme sourd et anxieux dans ma poitrine. C'était impossible. La lune ne disparaît pas. C'est une constante, une certitude gravée dans le tissu même de notre existence. J'ai frotté mes yeux, pensant à une hallucination due au manque de sommeil, un mirage nocturne. J'ai rouvert les yeux, toujours rien, le vide, un vide immense et silencieux, là où ma compagne lunaire aurait dû être. La ville en contrebas était plongée dans une obscurité inhabituelle, les réverbères luttant pour percer cette chape de ténèbres, leur halo jaune peinant à repousser l'envahisseur nocturne. Les ombres s'étiraient, déformées, avalant les détails familiers, transformant les rues en gouffres et les arbres en monstres silencieux. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants, actualisé les actualités, vérifié les réseaux sociaux. Rien, pas une alerte, pas un titre sensationnel, pas même un murmure d'étonnement. Le monde semblait dormir profondément, ignorant la monstruosité qui s'était déroulée au-dessus de nos têtes. Ou bien, étais-je le seul à le voir? La pensée m'a traversé l'esprit, froide et glaçante. Étais-je en train de perdre la raison? Mon insomnie avait-elle finalement brisé les dernières digues de ma perception? Je me suis forcé à respirer, à rationaliser. Peut-être une éclipse totale, d'une durée exceptionnelle, une de celles qui plongent le monde dans une obscurité quasi totale. Mais même alors, il y aurait eu des annonces, des émissions spéciales, et la lune n'aurait pas disparu sans laisser la moindre trace, sans même un halo fantomatique. Non, ce n'était pas une éclipse, c'était une absence. Une vraie, profonde, terrifiante absence. Le genre d'absence qui laisse un trou béant non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'âme. Le reste de la nuit fut une torture silencieuse. J'ai erré dans l'appartement, incapable de retrouver le moindre repos. Le silence était devenu oppressant, le noir menaçant. Chaque craquement du vieux parquet, chaque souffle du vent à travers les interstices de la fenêtre me semblait amplifié, déformé par cette nouvelle obscurité.
L'horloge murale, dont le tic-tac me berçait d'habitude, résonnait désormais comme un marteau frappant l'enclume du temps qui s'étirait sans fin. Sans la lune pour marquer la progression des heures nocturnes, le temps lui-même semblait avoir perdu son repère. Au petit matin, le soleil s'est levé comme à son habitude, indifférent au drame cosmique de la nuit. Ses rayons dorés ont inondé mon salon, chassant les ombres et avec elles, une partie de ma terreur. Le monde semblait normal, les oiseaux chantaient, les voitures commençaient à gronder au loin. J'ai préparé mon café, mes gestes mécaniques, mais mon esprit était ailleurs, encore prisonnier de la nuit sans lune. J'ai allumé la télévision, cherchant frénétiquement les chaînes d'information, les mêmes sujets habituels, politique, économie, faits divers, pas un mot sur la lune, rien. J'ai pris ma douche, me forçant à croire que c'était un mauvais rêve, une hallucination. Mais l'image du ciel vide était gravée dans ma rétine, une cicatrice invisible. En sortant, j'ai croisé mon voisin, Monsieur Dubois, un homme d'une 60aine d'années qui sortait promener son petit chien. « Bonjour Elias, belle journée, n'est-ce pas ?» a-t-il lancé avec son entrain habituel. Je me suis arrêté, le regardant, cherchant un indice, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Oui, Monsieur Dubois, très belle. » J'ai hésité. Comment poser la question ? Avez-vous remarqué que la lune a disparu ? Cela sonnerait absurde, fou. Il me prendrait pour un dément. Je n'ai rien dit. J'ai continué mon chemin, le poids de mon secret, de cette connaissance terrifiante, pesant lourdement sur mes épaules. Le monde continuait, aveugle à sa propre mutilation. Et moi, Elias, j'étais le seul à veiller, le seul à avoir été témoin de la nuit où la lune avait cessé d'être. La journée a été étrange, une sorte de transe éveillée. J'ai travaillé, mes tâches habituelles de correcteur, mais chaque phrase, chaque mot que je lisais semblait vide de sens. Mon esprit tournait en boucle autour de cette absence, de cette béance céleste. Je sentais un décalage, un déphasage entre ma réalité intérieure et le monde extérieur qui continuait à tourner comme si de rien n'était. Les gens riaient, parlaient de leurs projets, de la météo. Personne ne mentionnait la lune. Était-elle si insignifiante pour eux ? Ou bien y avait-il une forme de déni collectif, une incapacité à percevoir une vérité aussi monumentale, aussi dérangeante ? Le soir est revenu, et avec lui, l'appréhension. J'ai regardé le soleil se coucher avec une anxiété croissante, comme si j'assistais à la répétition d'un mauvais présage. Les couleurs chaudes du crépuscule ont cédé la place à un dégradé de bleu profond, puis au noir. Et là, de nouveau, l'absence. Le ciel était une fois de plus un velours sombre constellé d'étoiles froides, un tableau magnifique et terrifiant d'une immensité vide. La lune n'était toujours pas là, et cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute. La lune avait bel et bien disparu, et le monde, à l'exception de moi, ne semblait pas s'en soucier. Dans les jours qui ont suivi, cette étrangeté s'est transformée en une nouvelle normalité pour le reste du monde, mais pas pour moi. Mon insomnie, déjà chronique, est devenue une compagne encore plus exigeante, me retenant captif dans des nuits d'une obscurité presque absolue. Sans la douceur argentée de la lune pour adoucir les contours de la nuit, les heures s'étiraient, lourdes et silencieuses. Les étoiles, si nombreuses, si brillantes, ne me procuraient aucun réconfort. Elles étaient trop lointaines, trop indifférentes. Leur scintillement me rappelait plutôt l'immense vide, le trou béant laissé par ma compagne disparue. J'ai commencé à observer les petites choses, les changements subtils que personne d'autre ne semblait remarquer. Les animaux nocturnes par exemple, les hiboux, dont les ululements résonnaient d'habitude dans le lointain, se faisaient plus rares, leurs appels plus hésitants. Les chats errants, silhouettes furtives dans la pénombre, semblaient plus nerveux, leurs yeux phosphorescents cherchant quelque chose dans l'obscurité qu'ils ne trouvaient plus. Les marais, j'en étais sûr, commençaient à se comporter de manière erratique, mais les informations officielles ne mentionnaient rien de tel. Tout était normal. Une normalité forcée, une normalité qui me semblait de plus en plus artificielle. Les nuits sans lune ont commencé à altérer ma perception du temps lui-même. Sans son cycle régulier, sans son visage changeant qui marquait le passage des semaines, le temps s'est mis à flotter, à s'étirer et à se contracter de manière imprévisible. Les jours se confondaient, les repères s'effaçaient. J'avais l'impression de vivre dans une bulle de temps déconnectée, observant un monde qui s'obstinait à suivre un rythme qu'il avait pourtant perdu. Cette absence, au-delà de l'obscurité physique, créait une obscurité mentale,
une confusion qui s'installait lentement, insidieusement. Je me suis mis à dessiner. Ce n'était pas mon habitude, mais le besoin de fixer cette nouvelle réalité, de matérialiser cette perte, est devenu impérieux. Mes croquis étaient sombres, des paysages nocturnes sans lumière lunaire, des silhouettes déformées par l'absence d'une référence familière. Je dessinais le trou dans le ciel, non pas comme une simple absence, mais comme une forme en soi, une nouvelle entité sombre qui avait pris la place de la lune. C'était ma manière de reconnaître le changement, de l'intégrer, de ne pas laisser mon esprit se noyer dans le déni collectif. Parfois, je me demandais si les rêves des gens avaient changé. Si, sans la lune pour veiller sur eux, leur nuit était devenue plus agitée, leurs songes plus sombres. Je me suis surpris à écouter les conversations dans les cafés, à scruter les visages des passants, à la recherche d'un signe, d'une trace de cette conscience, de cette perte. Mais les visages restaient sereins, les conversations futiles. Le monde avait effacé la lune de sa mémoire collective, ou du moins l'avait reléguée au rang de mythe, de souvenirs lointains, sans impact sur le présent. Cette indifférence me glaçait plus que l'absence de la lune elle-même. Comment une présence aussi monumentale, aussi intrinsèque à notre existence, pouvait-elle être oubliée si rapidement, si complètement? Était-ce une forme de protection psychologique, un mécanisme de défense face à une vérité trop grande, trop dérangeante? Ou bien la lune n'était-elle jamais qu'une belle illusion, une lumière que nous ne voyions que par habitude, sans vraiment en comprendre l'importance? Cette question, plus que toute autre, commençait à me hanter, à ronger les fondations de ma propre réalité. Les semaines se sont transformées en mois, les saisons ont changé, mais les nuits sont restées les mêmes, sombres, profondes, sans lune. Les étoiles, toujours là, semblaient s'être habituées à régner seules sur le firmament. Le ciel était devenu un tableau différent, plus vaste, plus écrasant. Les villes ont commencé à renforcer leur éclairage public, leur halo lumineux s'étendant un peu plus chaque nuit, comme pour compenser l'obscurité cosmique. Mais aucune lumière artificielle ne pouvait remplacer le rayonnement doux et enveloppant de la Lune. Elle ne faisait qu'accentuer l'impression de lutte, d'une tentative désespérée de repousser une obscurité primordiale. Le monde s'adaptait, lentement, presque imperceptiblement. Mais Elias, l'insomniaque, lui, ne pouvait pas s'adapter. Il était le gardien du souvenir, le témoin silencieux d'une perte que personne d'autre ne semblait vouloir reconnaître. Et dans cette solitude, dans cette veille éternelle, il commençait à se demander ce que signifiait vraiment être humain dans un monde où les constantes les plus fondamentales pouvaient disparaître sans un cri, sans un murmure, sans même un adieu. La lune était partie, et avec elle, une part de notre âme collective semblait s'être évanouie dans le vide sidéral. Et la question, la vraie question, n'était pas seulement « où est la lune ?», mais « qui sommes-nous sans elle ?» Le crayon graphite crissait sur le papier épais, chaque trait une tentative désespérée de matérialiser l'absence, de donner corps à ce qui n'était plus. Elias traçait des cercles parfaits, puis les remplissait d'un noir abyssal, un noir si profond qu'il semblait vouloir aspirer la lumière de la pièce. Ce n'était pas un simple dessin, c'était une cartographie de son âme mutilée, une archive de la mémoire perdue du monde. Chaque soir, il s'asseyait à sa fenêtre, la même fenêtre qui lui avait révélé le vide, et dessinait, non pas la lune, mais l'emplacement exact où elle aurait dû être. Ses carnets se remplissaient de ces béances circulaires, des trous noirs sur fond de ciel étoilé, des cicatrices immaculées sur des pages blanches. Il était devenu le scribe de l'oubli, le chroniqueur d'une perte que nul autre ne reconnaissait. Les semaines s'étiraient, lourdes et déphasées. Le temps, sans son encre lunaire, semblait avoir perdu de sa régularité, s'étirant ou se contractant de manière imprévisible. Les marées, jadis si prévisibles, dansaient désormais une valse macabre, capricieuse et d'une violence nouvelle. Sur les rivages lointains que les informations ne montraient jamais, les pêcheurs racontaient des histoires de bancs de poissons perdus, de courants imprévisibles déroutant leurs prises habituelles, de plages englouties par des eaux subites. Mais ces murmures étaient étouffés, considérés comme des superstitions d'anciens, des lamentations face à des saisons anormales qui ne l'étaient pas tant, selon les experts climatiques qui offraient des explications rationnelles et rassurantes à chaque dérèglement. Personne ne faisait le lien. Personne, sauf Elias, dont le regard traquait chaque anomalie, chaque dérèglement, comme autant de preuves silencieuses de sa vérité solitaire. Il avait tenté de nouveau, à plusieurs reprises, de sonder l'incompréhension collective. Un matin, à la boulangerie, il avait glissé, l'air de rien, à la jeune vendeuse un
Il fait vraiment sombre la nuit, vous ne trouvez pas? On dirait qu'il manque quelque chose. Elle avait haussé les épaules, un sourire léger sur les lèvres. Oh, c'est l'hiver, monsieur. Les nuits sont plus longues, c'est normal. Et puis les lumières de la ville, ça aide. Son indifférence était si naturelle qu'elle en était glaçante. C'était comme si un voile invisible avait été jeté sur la conscience de l'humanité. Un filtre qui oblitérait toute perception de la perte, transformant l'évidence en illusion. Monsieur Dubois, quant à lui, continuait ses promenades matinales, son chien tirant sur la laisse, son visage rond reflétant une béatitude imperturbable. Elias l'avait croisé un soir, sous le manteau d'une nuit sans lune particulièrement dense, où les réverbères luttaient en vain contre l'envahisseur nocturne. Belle nuit, n'est-ce pas, Elias? Les étoiles sont magnifiques ce soir, une vraie profusion, avait lancé le vieil homme, le ton léger, presque joyeux. Elias avait levé les yeux vers le firmament, où les étoiles, effectivement, scintillaient avec une clarté nouvelle, mais froide, indifférente. Elles ne le réconfortaient plus. Elles étaient les témoins silencieux d'un crime cosmique, des millions de pépites de lumière dans un trou béant. Oui, magnifique, avait-il répondu, la voix râpe, étranglée par un désespoir qu'il ne pouvait partager. L'absence de la lune n'était pas un vide pour les autres, mais une occasion pour les étoiles de briller plus fort. Une ironie cruelle qui lui vrillait l'âme. Cette confrontation constante avec l'amnésie collective était un supplice. Elias sentait son propre esprit vaciller, tiraillé entre la certitude inébranlable de son souvenir et l'écrasante normalité du monde. Était-il le seul à être sain d'esprit ou le seul à avoir sombré dans une folie singulière, une hallucination cosmique partagée par personne d'autre? La question le rongeait, nuit et jour. Il se documentait frénétiquement, explorant d'anciens mythes, des traités d'astronomie, des légendes oubliées. Il y cherchait une explication, un précédent, un écho à son calvaire. Mais partout, la lune était une constante, un symbole immuable, une présence éternelle. L'idée même de sa disparition était absente des annales, impensable, une lacune dans le savoir humain. Il remarqua d'autres changements, subtils, presque imperceptibles pour l'œil non averti. Les fleurs de son balcon, qui autrefois ouvraient leurs corolles avec une régularité lunaire, semblaient hésiter, leurs cycles floraux déréglés, leurs couleurs moins vives. Les oiseaux nocturnes, dont les chants rythmaient autrefois la douce clarté de la lune, étaient devenus plus silencieux, ou leurs cris plus erratiques, comme désorientés par l'obscurité absolue. Les chauves-souris, jadis agiles chasseresses, peinaient à naviguer dans ce noir sans repère, leur sonar semblant parfois se heurter à un vide qu'elles ne parvenaient pas à cartographier, leur trajectoire devenant plus hésitante, moins assurée. Les hiboux s'aventuraient plus rarement hors de leur perchoir, leurs pupilles dilatées à l'extrême, cherchant en vain la lueur familière. La nature, elle aussi, portait les stigmates de cette perte, mais elle les portait en silence, comme une douleur sourde que seuls les plus sensibles pouvaient ressentir, une mélodie discrète, désaccordée. Elias commença à développer une théorie, une idée folle qui prenait racine dans les profondeurs de son isolement. Et si la lune n'était pas seulement un astre, un corps céleste régissant les marées et les nuits, mais aussi une sorte de réceptacle, un miroir invisible de l'âme collective humaine. Sa disparition n'aurait alors pas seulement créé un vide physique, mais aussi un vide psychique, une béance dans l'inconscient de l'humanité. C'est pourquoi personne ne se souvenait. La perte était trop grande, trop fondamentale. Le cerveau collectif avait opéré un mécanisme de défense radical, un déni à l'échelle planétaire, effaçant la source même de l'angoisse pour préserver une forme de normalité. La Lune, pensait-il, était peut-être cette part d'âme collective que le texte initial mentionnait, un fragment essentiel de notre conscience partagée. Sa disparition avait laissé un trou non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'essence même de ce que signifiait être humain. Une sorte d'amputation spirituelle, dont les symptômes se manifestaient par une superficialité grandissante, une difficulté à ressentir la profondeur des choses. Les nuits s'épaississaient, non seulement par le manque de lumière, mais par une sorte de densité psychique. L'obscurité n'était plus seulement l'absence de lumière, elle était une présence, une entité qui pesait sur les esprits. Elias remarquait que les gens, même de jour, semblaient plus irritables, plus anxieux, sans savoir pourquoi. Les conversations étaient plus superficielles, les rires moins sincères, comme si une couche de légèreté avait été érodée de l'existence, remplacée par une anxiété sourde, un malaise indéfini. Les rêves, quand ils venaient à lui, étaient peuplés de paysages lunaires désolés, de cratères silencieux
et d'un vide assourdissant. Il se réveillait souvent en sueur, le cœur battant, avec l'impression d'avoir erré dans les vestiges d'un monde oublié, un monde qui n'existait plus que dans sa mémoire. Son appartement, son sanctuaire de livres et de souvenirs solitaires, devenait aussi son observatoire et sa prison. Il passait des heures à sa fenêtre, observant le ciel, non plus dans l'espoir de voir la lune revenir, mais pour étudier l'obscurité elle-même. Les étoiles, autrefois timides, s'étaient habituées à régner seules, oui, mais leur profusion était écrasante, une tapisserie froide et indifférente qui ne réchauffait pas le cœur. Il y avait une cruauté dans leur beauté sans fin, un rappel constant de ce qui manquait, un sarcasme cosmique. Il cherchait des motifs, des constellations qu'il n'avait jamais remarquées, des anomalies dans le scintillement lointain, comme si les étoiles elles-mêmes pouvaient lui chuchoter le secret du vide, ou lui révéler un nouvel ordre, terrifiant. Un soir, alors qu'il contemplait le firmament, une pensée terrifiante traversa son esprit. Et si la lune n'avait pas disparu? Et si elle était toujours là, mais invisible, une présence fantôme, une entité qui continuait d'exercer son influence gravitationnelle, mais que plus aucun œil ne pouvait percevoir, ni aucune technologie détecter. Cette idée était encore plus perturbante que celle de sa disparition. Une lune fantôme, toujours présente, mais éternellement absente au sens, cela impliquait une distorsion de la réalité bien plus profonde, une illusion cosmique qui défiait toute logique. Cela expliquerait les marées erratiques, une influence sans la lumière, une force sans la forme, une lune de Schrödinger, à la fois là et pas là, présente mais inexistante pour le monde. Il se leva et alluma toutes les lumières de son appartement, comme pour repousser non seulement l'obscurité extérieure, mais aussi les ombres grandissantes de son esprit. Il prit un nouveau carnet, vierge, et commença à dessiner. Cette fois, ce n'était pas le cercle noir de l'absence. Il dessinait des vagues, des spirales, des lignes de force invisibles, des champs gravitationnels imaginaires. Il tentait de représenter l'influence d'une lune invisible, le fantôme d'un astre perdu. Chaque trait était une prière, une tentative de redonner une présence à ce qui était devenu pure absence, de la rendre tangible par l'art, de la graver dans sa propre réalité. Les jours se succédaient, se ressemblant tous dans leur indifférence à la perte. Le soleil se levait, indifférent au drame cosmique, baignant le monde d'une lumière crue qui ne parvenait pas à dissiper l'ombre psychique qui s'était installée. Elias, lui, était un homme en marge, un prophète sans auditoire, un gardien d'un souvenir que personne ne voulait. Il se sentait comme un sismographe sensible, enregistrant les secousses d'un monde qui prétendait ne pas bouger. La solitude était devenue sa compagne la plus fidèle, une ombre silencieuse qui le suivait partout. Il avait cessé de chercher des preuves extérieures. Les journaux ne parlaient que de futilité, les réseaux sociaux n'étaient que des échos de vie sans profondeur, des bulles de rire forcés et d'échanges vains. Le silence autour de la disparition de la lune était devenu si assourdissant qu'il en était devenu une preuve en soi. Le monde continuait, aveugle à sa propre mutilation, sourd à la note manquante de la symphonie céleste. Et Elias, lui, continuait de dessiner, de veiller, de se souvenir. Il était le dernier phare dans une nuit sans lune, le dernier écho d'une mélodie cosmique oubliée. Et dans cette solitude immense, une nouvelle forme de résignation commençait à s'installer, une paix froide, celle de l'homme qui a accepté de porter seul le poids d'une vérité insupportable. La folie, peut-être, n'était pas de voir la lune absente, mais de ne pas la voir. Et dans ce paradoxe, Elias trouvait une étrange et terrifiante forme de clarté. Il était le gardien du vide, et le vide, à son tour, était devenu le gardien de son âme. Les jours qui suivirent furent une étrange litanie, un chapelet d'heures où mon âme oscillait entre la terreur silencieuse et une forme d'acceptation macabre. Mes dessins se multipliaient, noircissant les pages de mon carnet, non plus seulement des abysses sombres, mais des spirales chaotiques, des ondes invisibles, des lignes de force qui s'étiraient vers un vide. J'y voyais une cartographie de l'absence, une tentative désespérée de donner corps à ce qui n'en avait plus, de matérialiser l'immatérialité de cette perte cosmique. Car si la lune n'était plus visible, si sa mémoire semblait effacée des esprits, son influence, elle, continuait de se manifester, tordue, déphasée, comme un membre fantôme qui démange et fait souffrir sans être là. Les marées, d'abord erratiques, devinrent imprévisibles.
Les bulletins météorologiques, autrefois si précis quant aux coefficients, se contentaient désormais de vagues estimations, parlant de phénomènes anormaux ou de perturbations gravitationnelles inédites. On attribuait cela au réchauffement climatique, à des plaques tectoniques capricieuses, à n'importe quelle explication plausible pour ne pas regarder l'évidence en face. Les océans, privés de leurs régulateurs célestes, semblaient respirer par saccades, gonflant et se retirant avec une violence inouïe, érodant les côtes, submergeant des ports, puis se retirant si loin qu'ils laissaient des kilomètres de fond marin à sec, révélant des secrets que l'humanité n'était pas prête à affronter. Les pêcheurs, jadis maîtres des courants, perdaient leurs repères. Leurs filets vides ou remplis de créatures des abysses remontaient à la surface, agonisantes, aveugles à la lumière. Les animaux, eux, ne se trompaient pas. Les oiseaux migrateurs, désorientés, s'écrasaient contre les gratte-ciels ou erraient sans fin, leurs champs de navigation brisés. Les loups hurlaient à un ciel vide, leurs plaintes déchiraient les nuits, plus plaintives, plus désespérées que jamais. Les insectes nocturnes, privés de leurs phares, tourbillonnaient autour des réverbères avec une frénésie suicidaire, leurs corps minuscules formant des tapis mouvants sur les trottoirs. Même les chiens de mon quartier, qui auparavant aboyaient sporadiquement, semblaient avoir adopté une mélancolie collective, leurs gémissements sourds s'ajoutant à la symphonie de l'angoisse. Le monde végétal n'était pas en reste. Les floraisons se déréglaient, des bourgeons éclataient en plein hiver, des feuilles tombaient en été. Les arbres, ces sentinelles silencieuses, semblaient se recroqueviller sous l'assaut de l'obscurité nouvelle, leurs branches noueuses se tordant comme des doigts accusateurs. Les agriculteurs, désemparés, voyaient leurs récoltes pourrir sur pied ou ne pas pousser du tout. Les cycles lunaires qui guidaient leurs semailles et leurs moissons étant désormais une blague cosmique. La nourriture se raréfiait, les prix flambaient, et l'irritabilité que j'avais perçue chez les gens se transformait en une anxiété sourde, une frustration latente qui cherchait sans cesse un coupable, mais jamais le bon. Je persistais à essayer. Lors de mes rares sorties, je tentais d'aborder le sujet, de manière oblique d'abord, puis plus directe. « Vous avez remarqué comme le ciel est différent la nuit ?» demandai-je à l'épicière, son visage fatigué par les longues journées. Elle haussait les épaules. « La pollution lumineuse, mon bon monsieur. On ne voit plus rien. C'est dommage. Mais la lune, elle me fixait avec une perplexité polie. La lune, elle est là, non? Quand elle veut bien se montrer. Vous avez l'air un peu pâle, Elias. Vous devriez prendre un peu l'air. » Monsieur Dubois, mon voisin, lui, avait une explication toute prête à chaque fois. La lune? Ah, ce n'est pas la saison, Elias. Ou alors, c'est la couverture nuageuse, vous savez, avec ces changements climatiques. Et puis, qui regarde le ciel la nuit, hein? On a d'autres chats à fouetter. Il riait de sa blague, son rire gras résonnant dans nos couloirs, me laissant seul avec le poids de son indifférence. J'ai commencé à me sentir comme un archéologue de l'invisible, fouillant les couches sédimentaires de la conscience collective, cherchant la trace d'un souvenir, d'une intuition, d'une faille dans le grand déni. Mais il n'y avait rien. Le trou béant dans l'âme collective était parfaitement lisse, comme si la lune n'avait jamais existé, comme si elle n'avait été qu'un mythe d'enfant, une légende. Et je me demandais si j'étais le fou, si j'avais inventé cette compagne céleste, cette gardienne silencieuse qui avait veillé sur mes insomnies pendant tant d'années. Mais les preuves s'accumulaient. Je notais tout dans mon carnet, avec une précision maniaque, les horaires des marées, les cycles de floraison, les comportements animaux, les nouvelles télévisées qui parlaient de catastrophes naturelles inexpliquées. Je traçais des corrélations, des schémas, des courbes qui pointaient toutes vers une seule et même conclusion. La Lune n'était pas seulement absente, elle avait été effacée de la réalité perçue. Ma théorie du miroir de l'âme collective prenait de l'ampleur. La Lune n'était pas qu'un satellite, elle était une lentille à travers laquelle l'humanité se percevait elle-même, une sorte de conscience secondaire, un régulateur de nos émotions les plus profondes, de nos rythmes les plus intimes. Sa disparition n'avait pas seulement arraché une lumière au ciel, elle avait arraché une partie de notre âme, nous laissant aveugles à notre propre mutilation, incapables de percevoir la béance que nous portions en nous. Les nuits étaient devenues des gouffres sans fond, des étendues d'encre où les étoiles, jadis timides compagnes de la lune, brillaient avec une froideur nouvelle, une indifférence écrasante. Elles n'offraient aucun réconfort, seulement le rappel de l'immensité vide et de ma propre petitesse. Je passais des heures à ma fenêtre, non plus pour admirer, mais pour scruter, pour chercher une ombre, un reflet, la moindre preuve que mon souvenir n'était pas une illusion. Mais le noir était absolu,
un velours impénétrable qui semblait avaler le temps lui-même. Je me plongeais dans de vieux grimoires, des textes d'astronomie oubliés, des mythes anciens. Je cherchais des récits de lunes disparues, de cieux vidés, de mondes à la dérive. Je trouvais des légendes sur des astres engloutis par des dieux jaloux, sur des corps célestes s'éteignant pour marquer la fin des âges, mais jamais rien qui ressemblât à cette absence silencieuse, à cet effacement total de la mémoire. C'était comme si l'humanité avait collectivement décidé que cet événement n'était pas possible, et l'avait donc rayé de son histoire, de son présent, de son futur. L'isolement devint mon seul horizon. Les conversations superficielles me pesaient, les rires insouciants m'irritaient. Comment pouvait-il rire, manger, dormir, aimer, alors que le grand équilibre était rompu, que le ciel était amputé, que nous dérivions dans l'espace comme un navire sans gouvernail? Mon empathie pour l'humanité se fissurait, remplacée par une sorte de pitié mêlée de colère. Ils étaient si aveugles, si résolument ignorants de leur propre tragédie. J'essayais de dessiner le monde tel qu'il était devenu, sans la lune. Les paysages nocturnes prenaient une allure fantomatique. Les ombres s'étiraient à l'infini, déformées, menaçantes. Les villes, autrefois baignées d'une douce lueur argentée, étaient désormais des amas de lumières artificielles, des cicatrices brillantes sur une chape de ténèbres. Mais même mes dessins ne parvenaient pas à capturer la pleine horreur de l'absence. Le vide qui ne se contentait pas d'être là, mais qui pesait, qui aspirait, qui criait un silence assourdissant. Un soir, alors que je contemplais les étoiles froides, une idée, plus qu'une pensée, une sensation glaciale, me traversa l'esprit. Et si la lune n'avait pas disparu, mais s'était simplement retournée? Et si elle présentait désormais à la Terre sa face cachée? Non pas la face obscure que nous connaissions, mais une face d'une obscurité absolue, d'une matière qui absorbait toute lumière, toute énergie, toute mémoire, une sorte de contre-lune, une anti-lune, qui n'était pas vide, mais pleine d'une absence active, d'une force négative qui dévorait la conscience de son existence. Cela expliquerait les perturbations gravitationnelles, les marées folles, les cycles déréglés. La masse était toujours là, mais son essence, son miroir, son reflet de notre âme était inversé, caché, devenu une béance. Cette pensée me glaça le sang. C'était bien pire qu'une simple disparition. C'était une présence d'absence, une force négative qui continuait d'agir, mais en secret, dans les recoins inexplorés de notre psyché. La lune n'était pas partie, elle était devenue une entité spectrale, un fantôme cosmique qui nous hantait sans que nous puissions le voir, ni même le concevoir. Je fermais les yeux, la tête lourde. Le silence était si profond qu'il semblait avoir sa propre texture, une étoffe sombre et lourde qui m'enveloppait. J'étais Elias, l'insomniaque de profession et le rêveur par nécessité, le seul gardien du souvenir d'un astre perdu, le seul à porter le fardeau de cette vérité cosmique. Et dans le monde qui continuait, aveugle à sa propre mutilation, je me sentais plus seul que jamais, une note manquante dans une symphonie dont personne d'autre ne remarquait l'absence. Le monde avançait, mais moi, je restais suspendu dans cette béance, un témoin impuissant de l'oubli universel. Et je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir, avant que le silence de la lune ne finisse par m'engloutir moi aussi, et avec moi, le dernier souvenir de sa lumière. Le monde poursuivait sa dérive lente et inconsciente. Le climat, détaché de ses rythmes anciens, plongeait dans les extrêmes. Les villes côtières, jadis vibrantes, gisaient désormais comme des squelettes, réclamés par des marées folles et imprévisibles. Le souvenir de la lune, cette douce sentinelle nocturne, restait une énigme non résolue, une absence que personne, sauf Elias, ne pouvait nommer. Il avait tenté, encore et encore, de briser le mur de l'oubli, de partager son fardeau, mais chaque mot se heurtait à un vide, à des regards étranges, à une indifférence polie qui était pire que le déni. La contre-lune, l'anti-lune, dévorant non seulement la lumière mais aussi la mémoire de son existence, était devenue sa seule explication plausible, une entité cosmique dont le silence était la plus grande des menaces. Elias, seul, sur un toit balayé par les vents d'une nouvelle ère, son carnet de croquis usé entre les mains. Il avait dessiné l'absence, le vide, les étoiles plus claires mais aussi plus froides. Il avait consigné les changements, les données, les preuves irréfutables d'une réalité que lui seul percevait. Une nuit, alors que le vent hurlait comme un fantôme, Elias leva les yeux vers le ciel d'encre.
Il ne cherchait plus la lune, il la sentait. Pas une présence gravitationnelle, mais une absence active, une force absorbante. Il comprit alors. La contre-lune n'était pas juste invisible. Elle était devenue un trou noir mémoriel, une singularité qui aspirait non pas la matière, mais la connaissance de son existence. Et lui, Elias, était un artefact, une anomalie, la dernière cellule saine dans un corps cosmique frappé d'amnésie. Il ferma les yeux, sentant le poids de cette vérité le submerger. Il était le dernier gardien, le dernier à se souvenir d'un monde où la lune veillait. Mais à quoi bon se souvenir si personne d'autre ne pouvait partager ce fardeau? C'était une solitude qui transcendait l'espace et le temps, une solitude cosmique. Puis, une pensée, froide et nette, traversa son esprit. Peut-être, au lieu d'être une anomalie, était-il le prochain à être absorbé. Peut-être que la contre-lune avait simplement mis plus de temps à atteindre les recoins les plus profonds de sa propre conscience. Il sentit une légère pression derrière ses yeux, un murmure lointain dans les limbes de sa mémoire, comme si un nom, un visage, une forme familière commençait à s'effacer. Non pas la lune, non, mais le souvenir de son souvenir de la lune. Un sourire étrange, teinté de mélancolie et d'une acceptation sereine, étira ses lèvres. Il n'y aurait pas de retour, pas de réveil collectif. Juste l'oubli, s'étendant comme une ombre silencieuse sur tout ce qui avait été. Il était le dernier phare, et sa lumière vacillait déjà. Elias ouvrit les yeux une dernière fois sur le ciel sans lune, sur les étoiles indifférentes. Il n'avait plus de carnet, plus de crayon. Il n'avait plus besoin de consigner, car bientôt, il ne resterait plus rien à se souvenir. La Terre, à jamais changée, continuerait de tourner, ignorante de son passé, et Elias, le dernier témoin, deviendrait à son tour un écho lointain, une légende oubliée avant même d'avoir été racontée. Le silence lunaire avait finalement englouti le dernier murmure de sa propre existence.